On vous souhaite la bienvenue, tout le monde, à notre émission On s'investit de ce 30 août. Alors, d'abord, les résultats financiers qui ont été présentés ce matin. Scotia a une hausse de 21 de son bénéfice net. Ça va quand même relativement bien. 1,3 milliard de bénéfices nets pour le dernier trimestre. Pas pire quand même. Il y a également Couche-Tard. Couche-Tard qui a présenté des résultats à la hausse. On vous en avait parlé un peu lundi. Moi, j'aime toujours reciter Michel Nadeau quand il nous fait des prévisions, surtout sur le prix de l'essence. La marge bénéficiaire qui est beaucoup plus forte aux États-Unis. On parle de 20 cents du gallon. C'est autour de 5,3 cents le litre chez nous. Et ça a permis une bonne augmentation des ventes, particulièrement aux États-Unis. Une petite baisse au Canada quand même des magasins comparables, donc qui sont ouverts depuis au moins un an. Forte hausse aux États-Unis en raison de la marge bénéficiaire du prix de l'essence, très fort probablement. Malheureusement, M. Richard Fortin, qui est président du conseil d'administration, donne sa démission. Il sera remplacé par quelqu'un d'autre au cours des prochaines semaines. Alors, puis le conseil d'administration va baisser à 9 parce que M. Lompré, je pense que c'est Réal Lompré, qui est un des administrateurs, a donné cette démission en raison de santé. Puisqu'on parle d'essence, on va vous montrer quelque chose. Regardez bien le prix de l'essence. Le prix de l'essence, là, au cours des prochaines heures, devrait, vous voyez, là, ce matin, ce qu'on appelle la sortie de la raffinerie, donc à la rampe de chargement, 83,50. Ça veut dire que le minimum que ça leur coûte ce matin, c'est 1,29 $. On est autour de 1,30 $, 1,31 $. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Bien, l'augmentation, on devrait payer 1,41 $ au cours des prochaines heures. C'est pas tellement bon pour nous. Et on revient donc à peu près au même prix que nous avions au mois de mai. Rappelez-vous, au mois d'avril, quand ça avait grimpé autour de 90 cents, on payait 1,46 $. Alors, la tendance est haussière encore une fois. Et la raison, on va faire plaisir à Carole Montreuil, tiens. Moi, j'aime ça, utiliser le brut nord-américain, également la marge de raffinage, mais on prétend tout le temps que ce sont les marges de raffinage européennes qu'on doit servir, donc du Brent. On va faire pareil, mais regardez, la tendance est haussière. Oups, je l'ai dessiné dedans, ça n'a pas marché. La tendance est haussière pour les marges de raffinage. On est quand même passé le 8 juillet en bas de 6 $. On est quand même rendu autour de 10,21 $. C'est quand même pas pire. Et quand on regarde le Brent, la tendance est nettement haussière encore une fois. On est passé de 102 à 113,79 $, ce que l'on paye aujourd'hui. Alors, habituellement, la facture nous est refilée. Beaucoup de gens qui vont venir nous voir ce midi. On va parler de croissance économique québécoise avec Norma Kozaya, qui est économiste en chef au Conseil du patronat. Encore une fois, la note pour le Québec n'est pas tellement forte. La note est C. Nous allons parler également avec M. Alexandre Villot du service aux investisseurs chez Natca. Nous allons résumer un peu ce qui s'est passé dans la première moitié, puis on va regarder aussi qu'est-ce qui risque d'arriver pour la deuxième moitié de l'année. Mais d'abord, on parlait de fonds communs, puis on va parler de la dernière semaine également avec Michel Marcoux qui est avec nous. Bonjour Michel, comment allez-vous? Bonjour M. François, vous allez bien? Oui, pas pire. Pas pire semaine la semaine dernière. Écoutez, enfin, une positive. La première positive depuis ça faisait 4-5 semaines qu'on était en territoire, dans le rouge. Alors, une bonne semaine avec 2,67 d'augmentation. Mais on est quand même à moins 8,3 négatif depuis le début de l'année. Dow Jones, une très bonne semaine aussi, 4,36. Et on est presque flat, à 0,81. Si on prend avec le marché d'hier d'aujourd'hui, on devrait tomber en territoire positif depuis le début de l'année. S&P 500, 4,78 de hausse, énorme, grosse semaine. Nasdaq avec 5,89 et le Shanghai en hausse de 3,07, mais quand même en baisse de presque 7 depuis le début de l'année. Oui, mais alors, il est mieux que notre... Il est mieux que notre indice. C'est vrai, il est mieux que notre indice. C'est drôle, hein? Des fois, les semaines se suivent, ça ne se ressemble pas. Comme on dit toujours, la bourse, ça continue à fluctuer. Oui, effectivement. Fonds d'action, si on y va par catégorie maintenant. Fonds d'action canadienne, bien évidemment, ont connu une très bonne semaine, 2,6 Fonds d'obligation négatifs, ils ont été positifs les 4-5 dernières semaines. Alors là, fonds d'obligation ont fini en baisse avec 0,7 de baisse. Fonds d'action américaine, 4,9 de hausse, une très grosse semaine. Fonds d'action international, 1,9. Fonds équilibré, 1,2 à la hausse. Fonds de petite capitalisation canadienne en hausse de 1,1. Fonds d'action revenu canadien, le fonds de dividendes, 2,1 aussi. Remarquez, on en a déjà parlé, évidemment, jamais cette catégorie-là va monter autant que le marché, mais elle va toujours baisser moins aussi. Tout à fait normal, moins volatile. Fonds de ressources, 1,2 à la hausse.
alors que les fonds de métaux précieux ont augmenté de 1 Alors, ça continue. Si maintenant on voit les fonds les plus performants pour un mois, c'est le Front Street Énergie canadien, 10,6 à la hausse. 3 mois, Aston Hill Capital Croissance, 16,07 à la hausse. Et depuis 6 mois, Claymore Lingots d'or, 22,31. Alors, la semaine passée, on a vu que l'or avait connu une mauvaise journée, c'est jeudi ou mercredi, je crois. Les 2 jours, là, on a perdu 5 en 2 jours. Là. Il est en train de se reprendre. Il est en train de se reprendre. Oui. Sprott, il n'a pas un fonds, lui, d'or? Oui, il y a un fonds de lingots d'or, il y a un fonds lingots d'argent aussi. Oui, parce qu'il a dit, d'ailleurs, M. Sprott, qu'il irait peut-être plus vers l'argent. En fait, si on prend son fonds d'Action canadienne, qui est le fonds le plus connu, actuellement, je crois qu'il y a plus d'argent qu'il y a d'or dans son fonds. Ah, OK. Et puis, je vous dirais que il y a beaucoup de gens qui s'intéressent encore à l'art. Il faut faire attention. Ceux qui n'en avaient pas, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée de l'acheter. Ceux qui en avaient, comme par exemple les fonds Sprott, c'est peut-être bien des fois de savoir prendre un petit peu son profit puis revenir à une position peut-être plus normale. Alors, rééquilibrer, on va en haut, puis on achète ce qui a moins bien été à rabais. Voilà. Ce qui a mal été sur un mois. Le fonds HF Action européenne qui continue à faire un rendement plutôt anémique avec moins 8,67. Ça fait plusieurs semaines qu'il trône parmi les mauvais fonds. C'est un fonds qui a déjà été un des meilleurs fonds européens, mais depuis quelques années, il en arrache beaucoup. En fait, depuis que je l'ai acheté. C'est aussi simple que ça. Fonds... Vous voyez quoi faire, là? Alors, on peut tous se tromper. Voilà. Fonds sur 3 mois, le fonds Mackenzie Condell, qui est un fonds valeur en dollars US, moins 16,37. Et le fonds le moins performant sur 6 mois, c'est Matrix Ressources canadiennes, moins 26,67. François, j'ai vérifié, c'est vraiment le rendement de ce fonds-là. Mais comment tu peux faire moins 26 en ressources Écoutez, canadiennes? c'est un fonds qu'on ne peut pas avoir beaucoup d'informations. C'est-à-dire que souvent, avec les banques de données, les compagnies de fonds ne sont pas obligées de donner des positions très récentes. Je pense qu'ils peuvent donner jusqu'à 3 mois en arrière. Alors, c'est difficile de savoir exactement ce qu'il y a dans le fonds aujourd'hui. Mais on va mettre quelqu'un à la recherche. Je cherchais justement les différents sous-indices canadiens. Pendant que vous allez continuer avec les nouvelles, je vais aller chercher le fonds, notre fonds ici. Là. En fait, le fonds d'indice, c'est un petit peu de ressources dans les matériaux de base. Il a fait moins 4,5 durant l'année. Il n'y a pas de raison de faire 26. Il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Bon. Conseil de la semaine. Oui. Vouloir battre les indices boursiers est un objectif louable, mais tolérer la volatilité que cette poursuite requiert ne convient pas à tous les investisseurs. Et souvent, on voit les titres de quotidiens qui disent les fonds ne battent pas les indices, bon et tout ça. Il ne faut pas oublier que les fonds, c'est fait pour les investisseurs. Et pratico-pratique, je sais parce que je travaille avec des investisseurs quotidiennement, c'est pas tous les investisseurs. Tout le monde voudrait faire le rendement d'un indice, mais c'est pas tout le monde qui veut prendre le risque qui va avec. Alors, c'est ça souvent qui explique pourquoi les investisseurs, les gestionnaires ne veulent pas toujours battre l'indice parce qu'ils veulent, c'est des clients aussi. Alors, pour avoir beaucoup de clients, oui, il faudrait idéalement battre les indices, mais en même temps, il ne faut pas prendre trop de risques non plus. Dans ce temps-là, tu es aussi bien de prendre un ETF. Dans certains cas. Oui, mais les ETF, encore là, le risque est aussi volatile que l'indice. Et les investisseurs, souvent, ne sont pas capables de tolérer ce risque-là. OK. Alors, c'est ça qu'il faut faire attention. D'accord. Prix de l'or, 1821 hier à la fermeture. Il a été à 1881. Alors, il a baissé à la fin de la semaine passée. Il a repris quand même une petite valeur. Puis aujourd'hui... 1823 aujourd'hui. Bon, il reprend, là. Légère hausse. TSX a fermé à 12 327 hier. On est encore à 18,5 du 20 mai 2008. Alors, tout le monde se demande, on est-tu d'un marché baissier? On est-tu, en tout cas, 18,5 de baisse depuis 2 ans, c'est quand même... c'est encore assez bas. L'ARC fait encore des souplesses envers les clients. On sait que les CELI, actuellement, on se rappelle que l'année passée, le fédéral avait permis à certaines personnes qui auraient dû payer des pénalités sur leur CELI, ils ont annulé. Alors, il semblerait qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont des problèmes avec ça, ne savent pas comment gérer leur CELI, font des transactions, en font trop, font des mauvaises transactions. Et il ne faut pas oublier que c'est comme un REER. Si vous avez trop de sous, vous payez 1 de pénalité par mois. Et le gouvernement, ça a l'air que est obligé encore actuellement
d'être très souple avec les investisseurs, mais ce n'est pas une raison pour en abuser. Oui, ça vient peut-être aussi du rapport de l'Ombudsman qui, il y Exactement. a un mois, disait bien, les gens ne comprennent pas comment ça fonctionne. Pourtant, il est simple, le fonctionnement. Les gens se servent de ça comme un guichet automatique. Ouais. On en a déjà parlé, vous en avez parlé, François, faire attention au nombre de transactions. Mais ça, le nombre de transactions, ça n'a rien à voir avec le 1 Alors, si vous faites trop de transactions, évidemment, vous faites de la spéculation. Le gouvernement ne considérera pas ça comme un CELI. Il va vous imposer, vous allez payer du gain de capital, vous allez payer. Faites attention. On en a déjà parlé. L'autre chose, faut que quand vous sortez des sous, alors si vous avez mis, par exemple, votre 15 000 et vous sortez 12 000 parce que c'est la valeur au moment de la vente, quand vous allez remettre les sous, c'est pas 15 000, vous avez le droit de remettre, c'est le 12 000. La même chose, par contre, si votre 15 000 en vaut 18, vous sortez 18, vous avez le droit d'en remettre 18. Ouais. Et évidemment, chaque année, le 1er janvier, vous avez le droit à un 5 000 supplémentaire. Et quand vous avez déjà maximisé votre 15 000 parce qu'on est rendu là actuellement, si vous sortez aujourd'hui votre 15 000, vous ne pouvez pas le remplacer avant le 1er janvier. C'est ça. Et c'est là que beaucoup de gens, je pense, qui font cette erreur-là. Ce n'est pas un compte de banque comme un compte d'épargne ou un compte chèque. Il y a des règles très précises, il faut faire attention. Parce qu'il y a des gens qui disent, ils m'ont écrit récemment, ils me disent, bon, ben je vais retirer 5 000 de mon CELI parce que j'aimerais ça faire un voyage avec. Parfait. Vous avez le droit, c'est parfait. Je vais le rembourser d'ici la fin de l'année. Non. Pas avant le 1er janvier. Ouais. C'est là le problème. C'est parce que les gens se servent de ça comme un compte ordinaire. C'est pas un compte de banque. C'est un compte de banque libéré d'impôts. Hein? Mais c'est enregistré, il y a des règles. Et voilà. Et les gens ont de la difficulté à suivre ça. C'est cela. TD vient de lancer un nouveau fonds équilibré. Pourquoi j'en parle? Parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est un fonds en revenu mensuel, mais en dollars américains. Alors, on sait qu'il y a beaucoup quand même de Québécois qui vivent une partie de l'année sous des cieux plus cléments. Ça dépend s'il y a des ouragans ou pas. Mais alors, je vous dirais que c'est peut-être une solution pour beaucoup d'investisseurs qui pourraient, par exemple, avoir un fonds à revenu mensuel en canadien et un en US. Donc, quand vous allez ici au Québec, vous dépensez en dollars canadiens, vous l'utilisez. Puis quand vous êtes en période sous le soleil un petit peu plus chaud, bien, vous pouvez utiliser votre fonds revenu mensuel en dollars US. Montréal, il y a une autorisation de recours collectif. En fait, je pense que vous en avez parlé un petit peu. Il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi que c'est pas comme dans le cas, par exemple, de Norbo, où les gens ont été remboursés. C'est que dans le cas de Norbo, il y a une différence très importante. Dans le cas de Norbo, ce qui s'était vendu comme produit, c'était quelque chose qui avait été approuvé par l'Autorité des marchés financiers avec un prospectus. Dans le cas de Montréal, il n'y avait pas de prospectus. Ça n'avait jamais été approuvé par qui que ce soit. Alors voilà, c'est la différence intrinsèque entre les deux. Restez les nôtres, on va revenir dans un instant. Alexandre Villot de Natcan est avec nous. À tout de suite.